Les années nous parlent. Cette entrevue a été réalisée dans le cadre du projet Les années nous parlent, un projet financé conjointement par le ministère du Patrimoine canadien et l'Assemblée francophone des retraités et aînés de la Colombie-Britannique. De Victoria, je rencontre Marie-Hélène Bourret, qui est guide et conteuse. Elle va nous parler aujourd'hui des racines francophones de Victoria. Bonjour. Bonjour Marie-Hélène. C'est un peu surprenant pour la plupart des gens, même des gens qui habitent ici à Victoria, qui sont nés ici, de savoir que s'il n'y avait pas eu de francophones, la Colombie-Britannique, donc Victoria, serait sans doute jointe aux États-Unis à l'heure où on se parle. Et ça depuis probablement 1871. Alors parlez-nous un peu des détails. Comment ça s'est bon, passé? on va retourner au début. Alors quand les Européens sont arrivés ici, tout d'abord, évidemment, les Premières Nations étaient là depuis à peu près entre 13 et 14 000 ans. Et les premiers qui sont arrivés ici, c'était les voyageurs. C'était les gens qui faisaient la traite des fourrures. Les tout premiers qui sont arrivés, les francophones, c'était Radisson et des Groseilliers, qui étaient des explorateurs et qui ils accompagnaient, c'était un peu comme les Sherpas pour Mackenzie et Fraser. Mais on a gardé les noms de Mackenzie et Fraser, puis on a comme oublié un peu des Groseilliers et Radisson. Des Français, donc, deux beaux-frères. Et puis plus tard, il y a eu la compagnie de la baie du Tson qui est venue s'installer ici. En même temps, il y avait une compagnie de Montréal qui faisait la traite des fourrures aussi. Et cette compagnie-là de Montréal, parce qu'elle utilisait des voyageurs, donc des gens qui allaient directement rencontrer les Premières Nations pour avoir les peaux, pour avoir les pelleteries, ces gens-là, ils faisaient de meilleures affaires que la compagnie de la baie du Tson. Alors, il y a eu quelques échauffourées, et finalement, cette compagnie-là a absorbé la baie du Tson, gardé le nom, mais a amené ses voyageurs ici. Trouve à peu près dans les années 1840, lorsque James Douglas est obligé de déménager Fort Vancouver, qui était resté là, mais Fort Vancouver, en fait, il devenait en danger parce que les Anglais, ils se faisaient pousser dehors par les Américains. Alors, les Anglais les Britanniques se sont dit, bon, si on veut garder un pied sur la côte Pacifique, il faut avoir un fort plus haut dans la colonie de l'île de Vancouver. Parce qu'il y avait deux colonies, la colonie de l'île de Vancouver et la colonie de la Colombie-Britannique. Et Fort Vancouver, où est-ce que c'est? Et c'est en Oregon. Ah, c'est en Oregon. Oui. Alors, on a fait le traité du 49e parallèle qui a fait la ligne, la frontière entre le Canada et les États-Unis. Et ici, on était en danger parce que la pointe de l'île de Vancouver est sous le 49e parallèle. Alors, c'était très important de garder un pied ici. Donc, Fort Victoria qui a été fondé. Il y a eu plusieurs noms. C'était appelé Fort Albert, Fort Camosun, puis évidemment, il est devenu Fort Victoria. Alors, 1842. La plupart des hommes qui étaient ici, des voyageurs, donc, on parle des Européens, c'était des francophones. Alors, plus de la moitié, au-dessus de 60%, qui étaient francophones et catholiques. Tous les officiers dans le Fort Victoria parlaient français. Et souvent parlaient un petit peu espagnol aussi parce qu'il y avait eu des échanges avec les Espagnols. Donc, en 1858, Monseigneur de Mers, un francophone, qui est évêque ici de toute la Colombie-Britannique à ce moment-là, qui n'est pas encore Colombie-Britannique, mais les deux colonies, il va au Québec, et il tente de trouver une congrégation qui va venir enseigner aux enfants nés des femmes des Premières Nations, de ces hommes, de ces fameux voyageurs, qu'il veut absolument qu'ils soient francophones et catholiques. Il revient avec les sœurs de la congrégation de Sainte-Anne. Alors encore là, des francophones. Les sœurs arrivent ici après un voyage de 3 mois et quelle surprise! En 1858, on leur avait dit il y a à peu près 150 personnes dans le fort. Non. On est rendu à 25 000. Sur l'espace de quelques mois, pendant le temps que Demers était parti au Québec chercher une congrégation, on a maintenant 25 000 personnes. 1858, qu'est-ce qui est arrivé? C'est la ruée vers l'or. La ruée dans le Fraser. Alors, encore là, les Anglais ont été très intelligents. Douglas, il a été très brillant là-dessus. Il a dit, on va faire de Victoria le point central. Personne ne pourra aller chercher des concessions minières ou même avoir des concessions sur le bord des rivières ou dans l'eau
à moins qu'ils aient un permis qui soit délivré à Victoria, parce qu'on a toujours peur que l'île passe aux mains des Américains. Alors, tout le monde vient ici, mais là, à ce moment-là, la population francophone devient très minoritaire, majoritaire qu'elle était, parce qu'il y a là des Espagnols, des Russes, des Sud-Américains, il y a des Chinois, il y a des gens qui viennent d'Angleterre, d'Australie. Alors, tous ces chercheurs d'or-là arrivent ici. Et puis, ils s'en vont dans tous les champs aurifères, et il y a plusieurs périodes, là, il y a différentes ruées vers l'or. Et finalement, en 1871, la Colombie-Britannique décide de se joindre au restant du Canada, qui a été donc la Confédération en 1867. Il y avait juste 6 provinces à ce moment-là. En 1860, je ne me souviens plus si c'est 67 ou 68, les 2 colonies se sont jointes, donc la colonie de Vancouver et du mainland, du continental, se sont jointes pour devenir la colonie de la Colombie-Britannique. Là, donc, à ce moment-là, les Britanniques disaient vraiment, OK, là, on s'assure que tout ça, ça nous appartient et que ça ira pas aux Américains. Mais à travers tout ça, à travers toutes ces péripéties, il y a des francophones qui ont laissé leur marque. Alors, les sœurs de la congrégation de Sainte-Anne, dont on parle souvent, mais c'est très important, cette histoire-là. Alors, d'abord, là, ils sont venues 4 femmes. Elles sont 5 femmes, en fait, 4 sœurs et une laïque. Et elles ont créé la première école. Et c'était une école qui était multiconfessionnelle et multiculturelle. Alors, on y accueillait les Premières Nations, les Noirs que James Douglas invitait des États-Unis. Donc, venez dans un pays libre où il n'y a pas d'esclavage. C'est tout récent. Ça marque d'ailleurs à James Douglas. Les pères ne savent pas qu'elle était une francophone mulâtre de la Guyane. Sa femme, à James Douglas, était une métisse du Manitoba, donc parlait français. Donc, les Sœurs de Sainte-Anne, je digresse, les Sœurs de Sainte-Anne ont créé donc les premières écoles. Elles ont créé aussi le premier hôpital, l'hôpital Saint-Joseph, le premier grand hôpital. Il y avait eu un hôpital fondé toujours par des francophones, par Sosthène Driard et Rueff, j'ai oublié son prénom, Joseph Rueff, je pense, qui avait créé la Société de bienfaisance des Français. En tout cas, c'est tout un nom très compliqué. Ils ont créé un premier hôpital français, francophone, où on avait des parts. Alors, si on payait un tel montant par mois, on était assuré d'avoir tous les soins voulus si on en avait besoin. Donc, c'était à participation, c'était une espèce d'hôpital coopératif. Bien sûr, évidemment, plus tard est venu l'hôpital St. Mary's, puis l'hôpital Saint-Joseph, énorme, au début des années 1900. Les Sœurs de Sainte-Anne ont aussi créé la première école de nursing, donc d'infirmières. Elles ont créé la première école d'administration. Et ça, c'est très important pour les femmes, parce qu'à ce moment-là, les femmes pouvaient être à la charge de leur famille, se marier ou entrer dans les ordres. Alors, on leur donnait une possibilité de faire d'autres choses. On leur donnait la possibilité de devenir infirmière, de travailler dans l'administration, de ramener de l'argent à la maison. Il y a des gens, par exemple, comme Joseph Michaud, qui était celui qui a construit la première cathédrale ici. En 1858, quand elle est arrivée. Et on parle de quelle cathédrale? C'était à ce moment. Maintenant, elle est devenue la chapelle des Sœurs à l'Académie Sainte-Anne. Elle a été déménagée en 1882, mais c'était la première cathédrale qui avait été construite pour les catholiques. Et elle a été déménagée donc en 1882. Il y a des gens comme Madame Petitbeau, par exemple, qui, elle, est venue, elle était durant la ruée vers l'or en Californie. Et elle est venue ici, à la ruée vers l'or. Elle a joint l'école de l'Académie Sainte-Anne et plus tard fondé sa propre petite académie. Alors, il y avait beaucoup de Français, de francophones. Il y avait beaucoup de gens, de francophiles, comme on les appelle maintenant, qui voulaient donner à leurs enfants une éducation supérieure en leur donnant une deuxième langue. Donc, c'était important d'aller dans ces endroits-là. Donc, depuis le tout début, s'il n'y avait pas eu de francophones ici, Victoria ne serait pas la même. Elle serait sûrement américaine. Toute l'île de Vancouver serait sûrement américaine. Et peut-être même la Colombie-Britannique serait totalement américaine. Alors, la présence francophone est très forte encore ici à Victoria. On a, je ne sais pas, à peu près 6000 personnes aux alentours et dans Victoria, dans le Victoria métropolitain, qui sont de langue, qui se disent de langue maternelle francophone, française. Il y en a presque autant
qui sont francophiles. Donc, c'est une présence française encore très forte et qui, malheureusement, n'est pas vraiment reconnue par le gouvernement provincial. Elle est reconnue à travers le Canada par le gouvernement fédéral, mais le gouvernement provincial ici n'est pas bilingue. Alors, c'est quelque chose, quand on s'intéresse à son histoire, on se rend compte que nous, les francophones, avons bâti cette province-là. Et qu'est-ce qui s'est passé? Parce que moi, j'ai rencontré pas mal de gens qui m'ont parlé un peu de la situation des francophones dans les années 50, les années 60, où vraiment on leur disait « speak white ». Et tout d'un coup, le français n'était pas du tout quelque chose... Comment on est passé de cette époque où les gens donnaient une éducation supérieure à leurs enfants en leur enseignant le français, que tout d'un coup, le français, c'est devenu quelque chose dont plus personne ne veut entendre parler? Bien, ça, c'est le colonialisme. C'est le colonialisme. C'est à peu près, j'exagère à peine en disant que c'est à peu près la même chose qui s'est passé avec les Premières Nations. Alors, si on retourne au Québec, par exemple, dans les années 1800, jusqu'en 1838, où il y a eu la révolte des Patriotes, il n'y avait pas d'école francophone. Le gouvernement britannique, qui était le gouvernement régnant, ne donnait pas d'argent pour développer d'écoles francophones. On voulait assimiler la population francophone. Parce qu'il faut savoir que quand les Anglais sont arrivés ici, ils étaient dans une très petite minorité. Le peuple francophone québécois se reproduisait comme des lapins grâce à l'Église, qui disait « on ne sera pas assimilés, il faut se reproduire ». Donc on avait des familles de 12, 15, 20 enfants. Et c'est seulement à la révolte des Patriotes, donc de 1838, que tout de suite après, on a décidé de commencer à faire des écoles francophones. Si on arrive ici dans l'Ouest, très britannique, en 1870, 1876, alors il y a eu 2-3 périodes où on a fait les écoles, les pensionnats là, pour les enfants des Premières Nations. On les a acculturés, on les a enlevés de leur village. On leur a enlevé leur langue, leur culture, leurs croyances religieuses. On les a acculturés pour les assimiler. C'est la même chose pour les francophones. On était encore, entre guillemets, une menace. Entre guillemets. Il y a eu, au début des années 1900, alors je dirais à peu près 1920, mais la date m'échappe, un premier ministre canadien conservateur qui avait invité le Ku Klux Klan à venir au Canada pour partir une campagne raciste contre les francophones catholiques. Et ça, c'est inconnu dans l'histoire. Si on fait les recherches, on le trouve, là. J'ai oublié le nom du premier ministre en question, évidemment. Je ne suis pas forte avec les noms. Donc, il y a eu effectivement une volonté d'assimilation de la part des francophones. Parce que, aller jusqu'à les années 1960, les francophones étaient majoritaires au Canada. Parce que le Québec avait la population la plus importante, ayant la plus longue histoire, ayant une histoire de reproduction quand même assez importante, et il y avait des francophones dans chacune des provinces. Alors, il y a eu, et il existe encore, ce qu'on appelle le Québec bashing. Et c'est vraiment deux solitudes. C'est vraiment deux cultures, parce qu'ayant vécu dans les deux cultures, dans plusieurs endroits, en Ontario, en Saskatchewan et maintenant, c'est un manque d'information de l'autre. Quand on ne cherche pas à connaître, on ne connaît pas. Alors, par exemple, cette histoire des francophones, on l'enseigne un peu ici, mais c'est pas... On ne considère pas les francophones comme étant un peuple fondateur de la Colombie-Britannique. Non. Alors, c'est de la colonisation. C'est ça, de la colonisation. Du colonialisme, c'est ça. De l'assimilation, de l'acculturation, c'est ça aussi. Donc, il faut, je crois, en tant que francophone, lorsqu'on entend quelque chose qui est faux, d'abord se renseigner sur qui l'on est, être fier de nos origines, de notre histoire, de notre participation dans la construction de cet immense pays qu'est le Canada. Il faut être verbal. Par exemple, j'ai entendu dernièrement quelqu'un qui me disait « Ouais, mais au Québec, la péréquation, vous recevez plus d'argent qu'ailleurs. » Moi, je savais-tu qu'au Québec, le gouvernement administre
ce qui est ici le CPP, le Canada Pension Plan, est administré par la province, la Régie des rentes. Donc, cet argent-là doit retourner. Les programmes d'intégration à l'emploi, de formation, qui ici sont donnés par Unemployment Services, sont donnés par les services de Travail Québec. Non, je ne savais pas. Et ça, ce commentaire-là, m'a été fait par un francophone. Alors, il faut se renseigner. L'histoire, c'est ce qui fait nos racines. C'est ce qui nous intègre non seulement dans une société, mais ce qui nous rend fiers, forts et droits. Et quand on est fort, on ne peut pas se faire assimiler. On est fier de parler français. On est fier de demander des services en français. Et ça, c'est ce qui nous manque. Il faut avoir une identité claire. De se rassembler, de faire des trucs comme tu fais, c'est tellement important pour se rendre compte qu'il y a des gens actifs, qu'il y a des gens qui travaillent fort dans la communauté, non seulement pour la communauté francophone, mais pour la communauté de la Colombie-Britannique. Et ces gens-là, ils sont francophones. Ils ne seront jamais assimilés parce qu'ils sont fiers de qui ils sont. Merci Marie-Hélène Bourret. Ça me fait plaisir. Ici Annie Poirier au microphone, à la technique Gérald Monpetit et Stéphane Lapierre à la gestion de projet. Un merci tout spécial à tous ces gens merveilleux qui m'ont accueilli chaleureusement, ainsi qu'aux associations francophones de la province pour leur appui et leur travail exceptionnel.